Amis des oscilloscopes, bonjour. Aujourd'hui, dans ma série Oscillo Story, je vais faire une vidéo un petit peu, indépendante aussi bien des oscilloscopes analogiques que numériques, mais pour parler de quelque chose qui est très important dans un oscilloscope, c'est sa bande passante. C'est une caractéristique qu'on va retrouver dans tous les oscilloscopes et qui est souvent mal comprise. Et j'ai souvent vu sur le groupe Facebook des gens qui, a priori, mélangent un petit peu différentes notions. En effet, la bande passante d'un oscilloscope, il faut le voir un petit peu comme une sorte de filtre, c'est la fréquence maximum qu'il est capable d'afficher et de traiter correctement. Elle est indiquée pour moins 3 dB, c'est-à-dire que déjà un oscilloscope qui a une bande passante par exemple de 20 MHz, ça veut dire qu'il affichera une fréquence de 20 MHz déjà avec une atténuation de 3 décibels. Enfin voilà, après on va dire que ça baisse comme ça de façon à peu près linéaire. Pourquoi c'est important la bande passante? On peut se dire, bah ouais, mais moi j'en ai rien à foutre, je fais que de la basse fréquence, je fais que des montages Arduino avec du PWM de moteur à basse fréquence, et raisonner comme ça, on va dire, sur la fréquence un petit peu fondamentale des signaux qu'on regarde, bah, c'est une erreur. Et je vais vous montrer avec quelques petits exemples pratiques pourquoi c'est une erreur. Je dirais, si on travaille qu'avec des signaux sinusoïdaux, bien propres, sans oscillation parasite, sans rien, à la limite, ça serait vrai. Mais c'est pas le but. Hein. Quand on mesure quelque chose avec un oscilloscope, c'est justement pour voir s'il n'y a pas des défauts. Et comme tout appareil de mesure, on essaie d'avoir une image la plus proche possible de la réalité. Or, on va voir qu'avec un oscilloscope avec une bande passante limitée, eh ben, ce que nous montre l'oscilloscope, des fois, n'est pas réellement la réalité. Hein. L'appareil nous ment, hein, comme disait le vieux Bob. Et ça, c'est très très gênant. Ah, il existe depuis toujours des règles plus ou moins empiriques qui permettent de déterminer quelle bande passante maximum faut prendre avec un oscilloscope par rapport à ce qu'on veut en faire. Ces règles d'ailleurs ont un petit peu évolué avec les oscilloscopes numériques dans la mesure où les oscilloscopes analogiques avaient ce qu'on appelle une réponse gaussienne, alors que les oscilloscopes numériques ont des réponses en fréquence un peu plus raides de façon à améliorer ce qu'on appelle l'anti-aliasing. Je vous mettrai en commentaire dans la vidéo un lien vers un PDF de Keysight qui est très 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 court, mais qui explique bien justement maintenant un petit peu comment choisir au mieux la bande passante de son oscilloscope, que ce soit analogique, mais enfin surtout numérique, en fonction de ce qu'on veut faire. Et on va pouvoir regarder avec quelques exemples pratiques d'avoir un oscilloscope avec une bande passante de 20 MHz, ce qui est déjà pas mal, et des fois ça ment par rapport à un oscilloscope de 300 MHz. Je vous laisse imaginer bien sûr qu'en dessous de 20 MHz, c'est encore pire. De toute façon, pour moi, prendre un oscilloscope avec une bande passante inférieure à 20 MHz, c'est vraiment, sauf des cas très particuliers, passer à côté de beaucoup de choses, et c'est vraiment pas une bonne idée. Alors, voyons cela. Alors, pour bien illustrer ça, on va déjà regarder un premier exemple. Voici avec un oscilloscope 20 MHz un signal. Donc, on pourrait croire que c'est une sorte d'impulsion ici avec une rampe. Et on se dirait, bon bah ok, il est comme ça. Alors qu'en réalité, si on regarde le même signal avec un oscilloscope avec une bande passante bien meilleure, voilà ce qu'on voit. On voit que c'est complètement différent. Là, on passe complètement à côté avec un oscilloscope avec une bande passante limitée. Alors que si on regarde bien, la fréquence fondamentale de ce signal, c'est 4 MHz. 4 MHz. Donc on se dit, 4 MHz avec un oscilloscope de 20 MHz, ça devrait le faire. Encore une fois, il ne faut pas confondre la fréquence fondamentale, qui est celle-ci, qui est elle en effet de 4 MHz, et que l'oscilloscope montre très bien, avec d'autres composantes du signal ici, où on voit que manifestement, ici, une composante haute fréquence qui elle est bien au-delà de 4 MHz. Donc encore une fois, il ne faut pas raisonner ici avec la fréquence fondamentale. Alors maintenant, nous allons voir un autre cas où un oscilloscope avec une faible bande passante peut mentir. Donc là, toujours sur cet oscilloscope ici, à 20 MHz de bande passante, voici un signal au niveau TTL, 5 volts. Et si on regarde ici l'amplitude qu'il donne, elle est fausse. Parce qu'il donne ici 3 volts, alors dans la réalité, il en fait 5. Alors qu'un oscilloscope ici, avec la bonne bande passante, donne bien 5 volts. Et d'ailleurs, on va le voir, c'est que si maintenant ici, on augmente la durée de l'impulsion, hop, on voit qu'instantanément, ici, l'amplitude change pour arriver à sa vraie amplitude ici de 5 volts. Donc voilà, ici encore, le signal en lui-même, il est à une fréquence qui est très basse.
qui est tout à fait dans la bande passante de l'oscilloscope. Mais avec des impulsions courtes, ici on se retrouve avec le même phénomène, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on va voir tout à l'heure sur l'analyseur de spectre que la raideur ici du front de l'impulsion fait qu'il y a une composante de très haute fréquence qui n'est pas prise en compte par l'oscilloscope. Et voilà encore un exemple ici d'une erreur. Imaginons ici un signal TTL qui attaquerait un compteur. Je me dis, tiens, bon, l'impulsion, ici, elle a un petit pic, mais enfin, elle descend pas en dessous du seuil de conduction. Donc, on va dire qu'elle est valide. Alors que si on la regarde ici avec un oscilloscope qui a la bande passante, là, on voit que dans la réalité, cette impulsion, elle redescend vraiment à zéro. Et ici, un compteur TTL la prendrait. C'est-à-dire que là, par exemple, j'aurais un compteur qui compterait 2 fois plus vite, on va dire, enfin, que ce que je m'attends à avoir, par exemple. Et ça expliquerait pourquoi, parce que j'ai ici ce pic, alors qu'avec un oscilloscope limité, je ne le verrai pas. Voilà, c'est encore une fois, surtout quand on fait des circuits digitaux, c'est très important ici d'avoir une bande passante assez importante par rapport à la raideur des fronts d'impulsion. Alors regardons justement pourquoi. Pour bien comprendre ça, je viens de mettre là sur l'analyseur de spectre un signal de 100 kHz. C'est un signal carré de 100 kHz. Ici donc on a des temps de montée de 2 microsecondes. Par rapport à la période totale de 10 microsecondes, le signal il est un petit peu trapézoïdal. Si maintenant ici on va commencer à diminuer les temps de montée, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde sur l'oscilloscope, je ne peux pas vous le montrer en même temps, mais enfin, les temps de montée, les fronts ils commencent à être plus raides. Et regardez ce qui se passe ici sur l'analyseur, voilà. C'est-à-dire qu'on voit qu'au fur et à mesure que le front de montée de l'impulsion devient plus raide, j'ai un contenu fréquentiel ici qui augmente. Si la fréquence centrale ici est de 25 MHz, donc sur un oscilloscope à 20 MHz, en fait je suis encore dans sa bande passante, c'est-à-dire que je vais continuer à voir quelque chose. Mais si je continue à diminuer, ici qu'est-ce qu'on voit? On voit que plus ça diminue, ici, plus je commence à avoir un contenu fréquentiel qui augmente. Là, par exemple, je suis à 10 nanosecondes de fond de montée. Et ici, sur un oscilloscope qui a une bande passante de 20 MHz ici, en gros, tout ça, ça va passer à l'as. Et si je continue encore à baisser, voilà, je suis à 5 nanosecondes qui est le plus bas, on voit que ça va encore plus loin. Bon, tout ça, ça se démontre de façon mathématique, mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que sur un signal digital, c'est-à-dire qu'il y a des fronts raides, en fait, ce qui compte, c'est pas la fréquence fondamentale du signal, ici, elle est toujours de 100 kHz, mais c'est ce qu'on appelle les harmoniques, que plus on va avoir ici des fronts qui sont raides, ou des impulsions courtes, comme on l'a vu, moins on risque de les voir, parce que si on regarde justement d'un point de vue spectral, les fréquences sont en dehors de la bande passante de l'oscilloscope. Donc voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé et permis de mieux choisir votre oscilloscope en fonction de ce que vous voulez faire. Je continuerai bien sûr, comme promis, cette série Oscillostory en attaquant justement les oscilloscopes numériques, où on verra que pour faire de bonnes mesures, il n'y a pas simplement la bande passante qui rentre en compte, mais aussi la mémoire et la fréquence d'échantillonnage. D'ici là, portez-vous bien et que le grand cric vous croque, hein Maurice, check. Aïe, 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 c'est dur le plastique.